Bonsoir à tous. Je suis donc venue vous parler de neuromarketing. Alors, pour commencer cette présentation, j'ai plutôt envie de vous dire ce que n'est pas le neuromarketing. Je vais peut-être en décevoir ou rassurer certains, mais ce n'est pas un moyen de manipuler, contrôler le cerveau des consommateurs en appuyant sur un bouton achat qui serait au milieu du cerveau. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce qu'un tel bouton n'existe pas. Il faut bien comprendre que la prise de décision repose sur des réseaux neuronaux complexes, impliquant plusieurs aires cérébrales, potentiellement différentes en fonction du contexte de prise de décision. Et lorsque nous-mêmes nous prenons des décisions, elles sont bien évidemment différentes lorsque nous venons de manger, lorsque nous avons soif, lorsque nous avons notre patron qui nous a invités à dîner, ou lorsque nous allons simplement chez des amis. Et lorsqu'on imagine qu'en neuroimagerie, nous plaçons nos participants allongés dans un scanner, dans le noir, avec un bruit de fond constant, eh bien on est très loin des prises de décision de contexte réel. Et bien évidemment, c'est bien difficile de prédire le comportement du consommateur dans ce contexte. Et puis aussi, il faut comprendre que si nous sommes capables d'analyser l'activité cérébrale de nos participants lorsqu'ils prennent des décisions, eh bien ces outils ne vous disent pas pourquoi nous avons ces activités cérébrales. Alors, ça ne veut pas dire que le neuromarketing ne peut rien nous apporter, mais que nous sommes quand même très loin du fantasme du bouton achat. Pour commencer à vous parler du neuromarketing, j'aimerais revenir sur une étude et vous demander tout d'abord, avez-vous déjà entendu parler du New Coke ? Alors peut-être certains qui ont fait un petit peu de marketing ont entendu parler de ça, mais normalement, non. Parce que c'était un vrai échec pour Coca-Cola. Pour comprendre cet échec, il faut revenir bien en avant, dans les années 70, où la marque Pepsi avait fait un test en aveugle sur des consommateurs et il leur avait demandé de goûter donc, du Pepsi et du Coca. Et ce qu'ils avaient observé, eh bien, c'est qu'en large majorité, les consommateurs préféraient le goût du Pepsi. Ça n'a pas vraiment plu à Coca-Cola, on peut l'imaginer. Et donc la marque a travaillé sur une nouvelle version qu'ils ont fait tester sur plus de 200 000 consommateurs et qui ont, en large majorité, préféré cette nouvelle version. Donc là, on arrive sur le travail du marketeur. Bon, on va créer un nouveau nom, New Coke, avec un nouveau packaging. Parfait. Et on lance le produit sur le marché. Sauf que là, eh bien, on n'a pas du tout les résultats attendus. C'est un énorme échec. Au bout d'une seule journée, ils ont reçu plus de 1500 appels pour demander le retour du Coca classique. Pourquoi ? Eh bien, le neuromarketing peut nous donner quelques éléments d'explication. Donc, des chercheurs ont replacé leurs participants dans un scanner dans un contexte assez similaire à celle de l'étude de Pepsi, en leur faisant déguster du Coca et du Pepsi en aveugle, et ont analysé leur activité cérébrale. Et ce qu'ils ont observé, c'est que lors de la présentation du Pepsi, eh bien, elle présentait une activité beaucoup plus importante dans des aires gustatives primaires, donc associées à l'appréciation des propriétés gustatives de la boisson. Ils ont refait le même test, mais cette fois-ci en révélant le nom des deux marques. Pas beaucoup de changements pour Pepsi. Une aire cérébrale activité à peu près similaire. Par contre, pour Coca-Cola, ils avaient observé une augmentation d'activité dans une autre aire cérébrale impliquée dans la valorisation des informations affectives. Et pour les chercheurs, l'explication donnée vient de la qualité de marketing de la marque Coca-Cola qui est bien meilleure que Pepsi généralement. Ce qui fait qu'on a plus d'imaginaire avec la marque Coca. On imagine d'ailleurs en cette période de Noël les campagnes avec le Père Noël sur le traîneau de la marque Coca. Et peut-être qu'on a même plus consommé en tant qu'enfant pendant les goûters anniversaires cette boisson. Qui fait que lorsque nous dégustons du Coca-Cola, eh bien, notre perception du goût n'est pas uniquement basée sur les propriétés gustatives de la boisson, mais renforcée positivement par nos expériences passées positives. Et on comprend bien l'échec ici de New Coke, parce que même si les propriétés gustatives étaient meilleures, eh bien, nos consommateurs n'étaient pas capables de réactiver en mémoire ces expériences passées positives pour créer un goût plus appréciable. Et là, on voit bien, à travers cette étude, le rôle du neuromarketing. On voit l'impact des marques et de la communication sur le comportement et la perception ici du consommateur. Alors,
Il s'agit d'une étude un peu généraliste. Ce que nous faisons, nous, particulièrement en tant que chercheurs académiques, c'est pas uniquement de comprendre l'impact sur le cerveau, mais d'essayer de mieux protéger le consommateur. Et donc, je vais venir maintenant plus en détail sur mes propres études. Je vais vous parler de food porn. Alors, le terme peut vous paraître un petit peu étrange, mais c'est ce que nous faisons tous lorsque nous publions sur les réseaux sociaux des images, des photos, des vidéos de nos plats quand nous allons au restaurant, où nous sommes très fiers du petit rôti que nous avons concocté le soir pour notre amoureux. Et pourquoi on parle de food porn? Parce que généralement, ces images sont assez esthétiques, elles jouent sur l'abondance et également jouent sur la sensualité de l'aliment. Une autre caractéristique est l'immersion, c'est-à-dire que ces images sont généralement présentées en première personne. C'est-à-dire que, comme dans l'image ici, eh bien, vous êtes placé à la place de la personne mangeant l'aliment, en mode acteur, ce qui est beaucoup plus immersif. Donc, vous imaginez plus facilement la consommation de l'aliment que lorsque vous avez ce mode observeur, donc en troisième personne, où là, vous êtes mis face à la personne qui consomme l'aliment et vous l'observez simplement en train de consommer. Et ce qui nous a intéressé, c'est de voir si cette modification de perspective avait un impact sur la manière dont nous traitions les images des aliments. Donc, nous avons placé nos participants dans un scanner et les avons exposés à des vidéos de personnes attrapant de la nourriture, donc soit en première personne ou soit en troisième personne. Et ce que nous avons observé, c'est tout d'abord une augmentation d'activité dans les aires gustatives primaires, dans les aires associées au plaisir alimentaire et à l'envie d'attraper l'aliment, uniquement lors de la présentation d'images en première perspective, pour des aliments fortement caloriques, et de manière plus importante pour les personnes ayant un indice de masse corporelle élevé. Alors ces résultats nous montrent bien qu'aujourd'hui, le food porn a plutôt un impact négatif sur la consommation d'aliments fortement caloriques, mais qu'à l'inverse, la présentation food porn d'aliments comme des fruits et des légumes eh bien, n'a pas le même effet sur notre cerveau. Alors, la perspective n'est pas le seul élément qui intervient dans le food porn. J'ai parlé également de sensorialité des aliments. Et ce qui nous a intéressé dans une autre étude, c'est de voir si cette sensorialité pouvait nous amener à faire plus facilement des choix d'aliments sains. Ce que nous avons fait, donc encore placer nos participants dans un scanner, nous les avions affamés, nous leur avions demandé de ne pas manger pendant 3 heures avant l'expérience. Ah oui, quand même, hein, faut... Oui. Ouais, 3 heures, c'est raisonnable encore, je trouve. Hein. C'est pas trop méchant. Ils les avaient pas pris à jeun au réveil, quand même. Et donc, on les avait exposés à des images d'aliments en leur disant que, eh bien, ils devaient décider s'ils souhaitaient les consommer parce que potentiellement, c'est ces aliments qu'ils auraient à consommer à la fin de l'expérience. Nous leur avions fait réaliser cette tâche dans 3 conditions différentes. Première condition, se concentrer sur les bénéfices pour la santé de manger des fruits et légumes. Deuxième condition, imaginer le plaisir sensoriel qu'ils auraient à consommer ces mêmes fruits et légumes. Et condition contrôle, simplement de penser ce qui leur venait spontanément à l'esprit. Et qu'avons-nous observé? Donc tout d'abord, en comparant la condition bénéfice santé par rapport à la condition contrôle, nous avons observé que lors de la décision de fruits et d'aliments, de consommer des fruits et des aliments, eh bien, dans la condition santé, il présentait une diminution d'activité dans des aires associées au plaisir alimentaire. C'est-à-dire que le fait de se concentrer sur les bénéfices pour la santé, d'évaluer le plaisir alimentaire de consommer ces produits. À l'inverse, lorsqu'il se concentrait sur les plaisirs qu'il pourrait avoir à consommer ces mêmes fruits et légumes, on observait d'une part une augmentation d'activité dans des aires associées au plaisir alimentaire, au contrôle de soi, de manière plus importante pour les personnes ayant un indice de masse corporelle élevé, qui faisaient d'ailleurs plus de choix d'alimentaires sains dans cette condition. Alors, que veulent nous dire ces résultats? Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, la salade devenait extrêmement plus appétissante que le burger, mais
que si nous sommes capables d'imaginer avoir du plaisir en mangeant des fruits et légumes, eh bien nous sommes plus capables de nous contrôler pour ne pas choisir le burger. Et donc, on voit ici l'intérêt de ces campagnes menées, de ces études menées en neuromarketing pour aider les pouvoirs publics à améliorer la prévention en santé publique. Quand vous pensez aux campagnes qui sont menées actuellement, vous savez, pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Eh bien, on voit bien au résultat de cette étude que peut-être ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie pour amener les gens à manger plus de fruits et légumes. Alors ici, il s'agissait d'aider les consommateurs à avoir une alimentation plus saine. Les travaux de recherche menés en neuromarketing sont également là pour, dans certains cas, alerter sur des pratiques marketing potentiellement dangereuses. Et donc je suis allée de mon côté en début d'année au Parlement européen pour alerter plus précisément sur l'impact sur le cerveau des influenceurs chez les adolescents. Il faut bien comprendre que pendant l'adolescence, le cerveau n'est pas mature. C'est-à-dire que les adolescents sont particulièrement sensibles aux récompenses, notamment sociales. Et lorsqu'on pense qu'aujourd'hui un influenceur, lorsqu'il poste une image de lui avec un produit sur les réseaux sociaux, vous avez un indicateur du nombre de followers, un indicateur du nombre de likes et un indicateur du nombre de partages de contenu. C'est-à-dire que l'adolescent a des référents concernant les normes sociales appropriées pour lui en termes de comportement, ce qui va modifier son comportement. Et il est observé aujourd'hui, au niveau du cerveau, que lorsqu'on présente des images influenceurs faisant la promotion d'un produit avec beaucoup de followers, une augmentation d'activité à la fois dans le circuit de la récompense, pour les produits présentés, et également dans le système d'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire qu'en fait, la présentation répétée de ces promotions par les influenceurs connus, eh bien, vont entraîner un système d'apprentissage qui vont modifier les préférences des adolescents. Alors, vous allez me dire, bon, si à la fin il achète la barre de chocolaté A par rapport à B ou la crème solaire A par rapport à la crème solaire B, bon, c'est peut-être pas si grave que ça. Le problème, c'est qu'on observe surtout un impact des influenceurs sur les comportements risqués pour la santé. Je vais me permettre de revenir sur le food porn. Et ce qui est observé aujourd'hui, c'est que lorsqu'un influenceur fait la promotion d'un aliment fortement calorique, mauvais pour la santé, eh bien chez les enfants et chez les adolescents, on observe une augmentation globale de la consommation et de manière plus importante d'aliments fortement caloriques. Et à l'inverse, quand ce même influenceur fait la promotion de la consommation de fruits et de légumes, eh bien malheureusement, il n'y a aucun changement sur le comportement du jeune, qui montre bien, là encore, l'impact plus négatif des influenceurs sur les comportements risqués. Et ça aussi, on comprend bien au niveau du cerveau, parce que lorsqu'on expose justement ces adolescents à des images d'influenceurs faisant la promotion d'une alimentation fortement calorique, mais également de la consommation d'alcool, de drogue, de cigarettes, eh bien, on observe une diminution dans des aires associées au contrôle cognitif. C'est-à-dire que normalement, le signal qui se met en place dans notre cerveau lorsqu'on voit des images de drogue, d'alcool, de tabac, qui doit nous indiquer que c'est un comportement potentiellement dangereux pour nous, eh bien, ne se met plus en place. Et le comportement commence à être considéré comme acceptable dans le cerveau des adolescents. Et là, on voit bien l'importance du neuromarketing pour amener les pouvoirs publics à mieux encadrer les pratiques des influenceurs. Alors je nuancerai quand même mon propos, parce que ces mêmes études montrent aussi que lorsqu'on réplique ces résultats sur une population adulte, et même de jeunes adultes, les étudiants, eh bien les mécanismes de contrôle se mettent correctement en place. Donc c'est aussi nuancer mon propos de dire que oui, certes, le neuromarketing va venir aider pour encadrer les pratiques des influenceurs, mais que peut-être ce n'est pas forcément nécessaire de le faire sur une population générale. Par ailleurs, on peut aussi imaginer que la recherche académique menée en neuromarketing puisse accompagner les marques à modifier leur comportement. Je vous ai parlé tout à l'heure de plaisir sensoriel. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait une marque appelée Bauhaus Farm pour son produit phare, les Baby Carrots. Alors,
vous voyez les baby carottes, c'est les petites Brought to you by a carottes bunch of vendues en carrot sachet farmers. portionnables. Et ils ont complètement changé la manière de communiquer sur ce produit. Tout d'abord, ils ont utilisé des packagings de chips pour présenter le produit, les ont vendus dans des distributeurs automatiques comme ils pourraient le faire pour des barres chocolatées ou des bonbons, et ont utilisé des campagnes publicitaires de manière un petit peu ironique, mais très proches de celles qui sont menées actuellement pour la junk food. Avec par exemple une mannequin extrêmement sensuelle, apportant délicatement une carotte à la bouche, comme elle pourrait le faire avec du chocolat. Et donc, en conclusion sur la recherche académique menée en neuromarketing, nous travaillons sur la compréhension de l'impact du marketing sur le comportement du consommateur. Dans beaucoup de cas, il s'agit pour nous d'alerter les pouvoirs publics sur les pratiques et les dérives, parfois du marketing, mais c'est surtout pour nous un moyen d'accompagner le consommateur dans un meilleur comportement bénéfique pour sa santé. Et à titre d'exemple, je vous finirai sur cette campagne « Item like junk food ». Merci. Brought to you by a bunch of carrot farmers. Indulge the most tasteful of your taste buds. Baby carrots, baby. Feel that feeling. You know the feeling. Overt sexual innuendo. Indulge the most tasteful of your taste buds. You already said that. Oh, baby. Carrots. Baby carrots. Now in chic junk food packaging.